Bonsoir mesdames, je suis désolée, il n'y a que des femmes. Bonsoir mesdames, je me présente, je suis Nathalie Hazard, je suis conseillère municipale et je suis la vice-présidente du CCAS de la Baule. Bienvenue pour cette 5e édition des Papotines bauloises, présidée par Madame Trégré, qui est la coordinatrice parentalité. Et ce soir, nous allons accueillir également Madame Héron, qui va vous faire la présentation, sur le thème « Pourquoi la motricité libre avec le jeune enfant ?» Madame Héron, je vais vous laisser vous présenter. Juste pour info, ce soir, c'est une première, c'est filmé et ce sera diffusé sur les réseaux. Donc, bonne séance à vous. Donc, Madame Héron va faire la présentation et puis après, il y aura de l'échange si vous le souhaitez. Bonne soirée. Bonsoir mesdames. Merci d'avoir organisé cette soirée. Donc merci Madame Trégré, merci à la municipalité de m'accueillir ce soir. Alors effectivement, le thème de la soirée, c'est pourquoi la motricité libre. Et donc je vais commencer par me présenter parce que qui je suis pour parler de motricité libre. Donc moi je m'appelle Evelyne Héron, je suis puéricultrice depuis plus de 40 ans. Et j'ai travaillé à peu près dans toutes les structures petite enfance qui existent, que ce soit PMI, pédiatrie, maternité, crèche collective, crèche familiale, garderie, voilà, et j'en passe. Voilà. Et donc, j'ai surtout beaucoup travaillé avec des publics en difficulté, et en particulier sur la relation mère-enfant, qui a toujours été pour moi un élément d'interrogation face aux situations que j'ai pu rencontrer au niveau professionnel. Donc c'est un terrain sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, cherché, étudié. Enfin, voilà. Et donc dans mon parcours professionnel, quand j'ai fait ma formation de puériculture, il y a de ça très longtemps, en fait j'ai été formée par une assistante de Amy Pickler. Alors Amy Pickler, ça vous dit peut-être rien comme ça tout de suite. Amy Pickler, c'est la dame qui est à l'origine de la motricité libre. Et donc, en 2 mots, parce que c'est intéressant de savoir d'où ça vient, en fait, cette dame était autrichienne, elle était médecin, et elle a été formée en Autriche dans des cliniques où, quand elle est arrivée en tant qu'étudiante, ce que le chef de clinique lui avait demandé, c'est de ne jamais faire un acte médical avec un enfant sans avoir eu son accord. Donc, je vous parle de ça, on est dans les années 30, 35, vous voyez, donc c'était quand même très précurseur. Et donc, rien n'était fait sans avoir l'accord de l'enfant, sans être assuré que l'enfant était partenaire dans ce qu'on allait faire avec lui, que ce soit dans son alimentation, dans la gestion de son sommeil, dans la gestion de son quotidien. Et donc, elle avait été particulièrement touchée par cette approche qui était quand même très nouvelle pour elle. Et donc, elle va épouser un monsieur qui est hongrois, elle va aller vivre à Budapest, où elle va installer un cabinet de pédiatrie, où elle va pouvoir petit à petit expérimenter avec les familles dans un cadre privé, ce qu'elle a vu en clinique. Et en fait, très vite, elle va se rendre compte que ça change tout dans la relation avec l'enfant. Et la guerre va arriver, et en Hongrie, ça va être une catastrophe, la guerre 39-45, et donc à la fin de la guerre, il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont se retrouver orphelins. Et donc, le maire de la ville de Budapest va décider d'ouvrir une pouponnière. Et cette pouponnière, donc, il va la confier à Madame Pickler. Et cette pouponnière va se trouver rue de Loxy. Et c'est pourquoi on va parler de la pouponnière de Loxy, et que la pouponnière de Loxy est donc à l'origine de cette démarche qu'est la motricité libre. Elle va écrire, elle va beaucoup, faire connaître cette approche qui est tout à fait particulière. Et donc, j'ai eu la chance d'être formée par son assistante quand j'étais à l'école de puériculture. Alors, ce n'était pas une nouveauté, j'avais travaillé en pédiatrie avant et moi j'avais constaté déjà que la relation avec l'enfant, quand elle est faite de manière respectueuse, c'est beaucoup plus facile parce que l'enfant est partenaire, l'enfant est en accord avec ce qui va se passer et donc ça change évidemment tout et pour le soignant et pour l'enfant. Donc la motricité libre a donc été pour moi une révélation à ce moment-là
Et donc toute ma vie professionnelle après, quel que soit le lieu où j'ai exercé, a été pour moi un concept au départ et une pratique quotidienne après. C'est-à-dire que pour moi, travailler de cette façon-là avec les enfants, ça a été une révélation, vraiment. C'est-à-dire que ça a complètement changé mon regard sur l'enfant et aussi sur notre statut de professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire être professionnel de la petite enfance? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée. Et donc, la motricité libre donc, vient de là. Et on peut dire aujourd'hui que la motricité libre, c'est quelque chose qu'on entend. C'est quelque chose qui est devenu assez courant. On pratique la motricité libre. C'est ce qu'on dit en tout cas. En fait, dans la réalité, on est loin du concept de base qui est un concept beaucoup plus global que ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est un petit peu de revenir à ses fondements, de comprendre en quoi il vient nous interroger et de voir pourquoi cette motricité libre, elle est si importante pour l'enfant. Parce que une fois qu'on a compris ce qu'elle apporte à l'enfant et ce que ça va changer dans la vie de l'enfant, ben on n'a plus envie de revenir en arrière et de changer sa façon de fonctionner. Donc j'ai été entourée d'enfants toute ma vie. Je suis aussi maman, je suis aussi grand-mère, donc voilà, j'ai une petite fille qui va avoir 2 ans, vous voyez, j'en ai d'autres qui sont plus grands. Donc c'est quelque chose que je continue à expérimenter, c'est-à-dire que la relation à l'enfant, de cette manière-là, je continue à la vivre. C'est-à-dire que ce que je vais vous dire, c'est pas que des mots, c'est pas un bon concept comme ça, très intellectuel, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et quand on le vit au quotidien, eh bien la relation avec l'enfant, elle est tellement différente qu'elle devient beaucoup plus facile. Donc, je vous propose de reprendre un petit peu un certain nombre de choses que la motricité libre vient nous pointer. Voilà, de cheminer avec ça. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'arrêter, à garder les questions pour la fin si vous avez envie. En tout cas, que ce soit un échange, parce que ce qui serait intéressant, c'est qu'effectivement, on puisse échanger à partir de ça, à partir de vos réalités, et puis de voir comment ce concept-là peut s'intégrer dans votre quotidien, ou en tout cas les difficultés que ça peut présenter pour le faire. Donc, s'il y a une chose que la motricité libre vient nous dire, c'est que l'enfant, c'est avant tout une personne. Et donc, en tant que professionnel, comment les considérons-nous? En tant que parents, comment considérons-nous nos enfants? Et ça vient déjà nous interroger sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de voir un enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que l'enfant, il faut tout cadrer, tout diriger, tout contrôler, qui est une façon de faire? Ou est-ce qu'on considère que l'enfant, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de se révéler, de se découvrir, et c'est une autre encore manière de faire. Alors, s'il y a un constat, c'est que quand on rencontre un enfant, que ce soit le sien ou que ce soit celui qui nous est confié, on ne sait pas qui est cet enfant-là. Et lui ne le sait pas non plus. Et donc, on va avoir à se rencontrer. Et l'un et l'autre, en sachant que chaque enfant est unique, on ne rencontrera jamais 2 fois le même, et qu'à chaque fois, il va y avoir une adaptation qui va être nécessaire entre moi, en tant que professionnel, et cet enfant-là, qui n'est pas un autre enfant. Et souvent, en tant que professionnel, j'imagine qu'on soit parent ou qu'on soit professionnel, je veux dire que la réalité est la même. C'est-à-dire que l'enfant, il va venir nous interpeller. Il va venir même parfois nous bousculer. Quelquefois, on va être en face d'un enfant, on va se sentir démuni. On dit, je ne sais pas faire avec cet enfant-là. Et donc, alors pourquoi on est démuni? Pourquoi on ne sait pas faire? Pourquoi on est dérangé? Parce qu'en réalité, au niveau de notre cerveau, on reproduit systématiquement ce qu'on connaît. Et donc, qu'est-ce que je connais? C'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui est mon histoire, c'est ce que peuvent être, en général, de façon plus globale, mes croyances. Et donc, c'est quoi les croyances que j'ai sur les enfants? C'est-à-dire que quand je vois un enfant qui se comporte d'une certaine manière, qu'est-ce que ça déclenche automatiquement comme croyance en moi? Et je vais donc me comporter de cette manière-là. Et en fait, ça nous enferme. C'est-à-dire que nos croyances sont limitantes et elles nous enferment. Elles ne nous permettent pas, justement, d'être dans une ouverture qui nous permettrait d'apprendre davantage et de découvrir autre chose, et de nous-mêmes et de cet enfant-là. Donc en fait, la motricité libre, elle vient aussi nous parler de ça. Elle vient nous dire, mais quand on rencontre un enfant,
quand on se trouve en face d'un enfant, acceptons de rentrer en relation avec cet enfant-là. C'est-à-dire, quelque part, de retenir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir projeter sur l'enfant, parce que c'est des projections qu'on fait sur l'enfant. Et donc, ces projections, en fait, elles vont l'enfermer. Elles ne vont pas l'aider à se construire, parce qu'un enfant, quand il naît, il ne sait pas qui il est, et il est totalement dépendant du monde extérieur. On sait aussi aujourd'hui que sur le plan émotionnel, c'est une éponge. C'est-à-dire qu'il va s'imprégner complètement de ce qui se passe autour de lui, de la vie émotionnelle des gens qui sont autour de lui. Et tout ça, ça va s'imprégner à l'intérieur de lui, sans qu'il en ait conscience, mais ça va interagir avec lui. Donc, cet enfant, quand il va arriver, il va avoir besoin de se découvrir, il va avoir besoin de cheminer, il va surtout avoir besoin de s'approprier ce qui est la première chose et probablement la plus importante dans la première année de vie, c'est son corps. C'est-à-dire que quand on est en relation avec un enfant, ou quand vous êtes en relation entre vous, parce que moi je vois que des corps là ce soir, qui sont assis sur des chaises, notre corps est fondamental. C'est notre corps qui va nous permettre de vivre ce qu'on a à vivre, qui va nous permettre aussi de nous découvrir, parce que c'est à travers ce qu'on va ressentir dans notre corps qu'on va s'interroger, qu'on va réfléchir, qu'on va se remettre en question. C'est à travers lui qu'on va vivre tout ce qu'on a à vivre. Et donc, on a à s'en faire un partenaire. Et l'enfant, dans sa première année de vie, eh bien, le grand enjeu de cette première année de vie, ça va être de faire en sorte que ce corps, qui est le sien, il puisse véritablement se l'approprier, qu'il puisse le découvrir, qu'il puisse en trouver les limites. Et ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan émotionnel, l'enfant va avoir besoin qu'on lui offre deux choses, la sécurité affective et la sécurité physique. C'est-à-dire qu'il a besoin de sentir qu'il peut grandir, qu'il peut expérimenter, qu'il peut faire tout ce qu'il a besoin de faire pour se découvrir, qu'il est en sécurité. Alors une sécurité affective, ça veut dire je me sens aimé. Si je me sens aimé, je me sens respecté. Je sens que j'ai ma place. Et les gens qui sont autour de moi sont bienveillants. Parce que sur le plan de sa personnalité, la personnalité de l'enfant va se construire en même temps que son corps va se développer. Et la première année, et un petit peu plus que la première année, les fondements qu'on va poser de notre personnalité, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive dans ce monde, une des premières choses qu'il pourrait se poser comme question, s'il avait les moyens de se poser des questions, ce serait: est-ce que je peux faire confiance ? Est-ce que je peux faire confiance à ces adultes-là qui m'accueillent et qui vont s'occuper de moi ? Est-ce que je peux faire confiance à ce monde dans lequel j'arrive ? C'est quoi ce monde ? C'est quoi ces gens ? Et donc, malgré lui, l'enfant va s'imprégner de son environnement et ça va l'amener à nourrir la confiance ou pas. Et ça va être quelque chose de très important parce que ça va se sentir dans tout ce que l'enfant va montrer dans les mois qui vont suivre. C'est-à-dire que quand un enfant arrive, par exemple, chez une assistante maternelle, la première chose que l'enfant va essayer de repérer, est-ce que la mère fait confiance à l'assistante maternelle ? Parce que l'assistante maternelle est un relais de la mère. Et si l'enfant ne sent pas la confiance, il n'aura pas confiance dans la personne. Ce qui veut dire que quelque part, dans la manière qu'il va avoir de vivre chez l'assistante maternelle, il y aura toujours une réserve, une retenue. Il ne sera pas dans une confiance. Donc, c'est vraiment des choses essentielles à comprendre. C'est-à-dire que le début de l'histoire, c'est la confiance. Et pour que l'enfant ait confiance, quand on accueille un enfant, il faut que la mère ait confiance. Si la mère a confiance, le père aura confiance et l'enfant aura confiance. Et on pourra l'accueillir et on pourra cheminer avec lui. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça se passera beaucoup moins bien dans la relation. Je pense que si vous avez des enfants, si vous accueillez des enfants, ce que je vous dis, ça ne va pas beaucoup vous surprendre. Parce qu'on a tous été confrontés à des situations où, effectivement, la relation de confiance, elle a eu beaucoup de mal à s'installer. Et avec l'enfant, ça s'est senti, forcément. Donc l'enfant va poser cette base-là, et à travers la confiance qu'il va sentir ou qu'il va pouvoir poser dans le monde environnant, eh bien, il va être question de sa confiance en lui. C'est-à-dire, est-ce que je peux me faire confiance ? C'est-à-dire, si les adultes qui sont mes référents ne me font pas confiance,
eh bien ça veut dire que moi je ne peux pas me faire confiance non plus. Or si la confiance n'est pas posée à la base, l'enfant va passer à autre chose. Mais pour récupérer cette confiance-là, ce sera très compliqué pour lui. Et combien sommes-nous d'adultes à ne pas se faire confiance, à ne pas faire confiance a priori, à avoir dans nos relations des difficultés, la timidité, voilà. En tout cas de ne pas se sentir tout à fait à l'aise avec soi-même et avec l'image qu'on donne. Donc ça va chercher dans notre toute petite enfance. On a commencé très tôt à se positionner en face du monde extérieur et à construire quelque chose de notre identité, de notre personnalité. Donc ça commence sur cette base-là. Et donc la première des choses, souvent, en tout cas ce que la motricité libre vient nous dire, c'est que dans cette rencontre avec l'enfant, une des premières choses à faire, c'est de s'arrêter et de l'observer. Et de mettre en retrait toutes les projections qu'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on voit un enfant, je pense que c'est quelque chose que vous avez noté aussi, le premier regard qu'on va poser sur l'enfant, notre premier regard, il est souvent teinté. Je doute qu'on puisse regarder un enfant et qu'on soit totalement neutre quand on le regarde. Parce que d'emblée, il y a quelque chose en nous qui s'active et il y a quelque chose en nous qui, en fonction de ce qu'on a vu, en fonction de ce que ça nous permet de ressentir à ce moment-là, eh bien d'emblée, il y a quelque chose en nous qui va s'allumer et il y a une projection qui va se faire. Oh, cet enfant-là, il va être difficile. Oh, cet enfant-là, je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça va, voilà. Et il y a des choses comme ça qui arrivent d'emblée. Et il faut savoir que ces choses-là, une fois qu'elles sont plaquées, tout ce qui va se mettre en place dans la relation va être sur cette base-là. Et c'est extrêmement difficile, quand on a posé ces bases-là, de revenir en arrière et de changer son regard. Donc c'est pour ça que la motricité libre vient nous dire, d'abord, quand on rencontre un enfant, eh bien, osons ce temps où on ne va pas écouter ce qui est en train d'arriver et où on va juste être dans son observation et dans une volonté de le rencontrer. C'est-à-dire, t'es qui, toi ? Qui es-tu ? Apprends-moi qui tu es. Et quand on rencontre l'enfant de cette manière-là, on va voir que si on a évacué ce premier regard qu'on a posé et ces premières croyances, il y a autre chose qui s'ouvre avec l'enfant et autre chose qui va nous permettre à ce moment-là, parce que l'enfant le sent. L'enfant le sait. L'enfant, qu'il soit tout petit ou qu'il soit beaucoup plus grand, l'enfant sent instantanément ce qui est projeté sur lui. Il ne saurait pas le mettre dans des mots, mais il en est imprégné, parce qu'il est tellement ouvert sur le monde extérieur et il est tellement sensible à ce que le monde extérieur projette sur lui, puisque lui ne sait rien de lui, qu'il va immédiatement se conformer à ce qu'on attend de lui. C'est pour ça qu'il y a des choses, par exemple, quels sont les mots qu'on va utiliser avec l'enfant ? Parce que les mots sont fondamentaux pour un enfant. La manière qu'on va avoir de lui parler, qu'on va avoir de le qualifier, eh bien l'enfant va se sentir déterminé par ça. C'est pour ça que quand on dit à un enfant, il y a certaines phrases qui sont des phrases assez destructrices, quand on dit à un enfant « tu es mauvais » ou « tu es nul », quand on dit des mots comme ça à l'enfant, l'enfant les intègre. Ou « tu es méchant ». C'est plus ça qu'on dit à un enfant. On ne lui dit pas « t'es mauvais », on lui dit « t'es méchant ». T'es méchant parce que tu as voulu prendre le jouet et que tu as bousculé le petit et tu lui as fait mal. Mais l'enfant, pour lui, ça n'a pas de sens, ce qu'on est en train de lui dire. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à une expérience qu'il a véritablement vécue. L'enfant a besoin d'expérimenter et qu'on mette des mots sur son expérience. Par exemple, quand vous dites à un enfant « tu vas te brûler » quand il est petit, vous lui parlez chinois. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Par contre, si un jour, il approche sa main et qu'il sent la chaleur, là, quand vous allez lui parler de brûler, là, il va comprendre ce que ça veut dire. Parce que dans son corps, il est en train d'expérimenter quelque chose, un ressenti, et pour lui, ça va lui parler. De la même manière que tu vas avoir mal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, je vais avoir mal ? Pour un enfant, ça ne lui parle pas. Par contre, quand il tombe et qu'effectivement, il s'est fait mal, si à ce moment-là, on met des mots sur ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire, là, je crois que tu t'es fait mal. Et bien là, l'enfant, à ce moment-là, pour lui, ça va avoir du sens. Parce qu'il est en train d'expérimenter dans son corps quelque chose et qu'on va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre. Et là, ça va faire sens. Et donc, quand on entend les adultes parler avec les enfants, bien souvent, enfin moi, souvent, je suis consternée.
Parce que je me dis, mais mon Dieu, ils sont en train d'utiliser un langage que l'enfant ne peut pas comprendre. L'enfant va souvent être sanctionné parce qu'il n'a pas compris ou il n'a pas répondu à ce qu'on attendait de lui, tout simplement parce que la manière qu'on a de lui parler et d'être avec lui n'est pas adaptée. Donc tout ça, c'est des éléments importants parce que il va y avoir l'étape de la marche, bien sûr, qui va arriver quand l'enfant va avoir maîtrisé ce qui se passe dans son corps et qui va commencer à marcher. Mais il faut savoir que, parce que les neurosciences aujourd'hui nous ont beaucoup appris, c'est-à-dire que moi ce que je vous dis, ce que j'ai appris quand j'étais élève puéricultrice, à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire, mais au niveau des neurosciences, on était très très loin de ce concept-là. Et depuis, je veux dire, les neurosciences ont beaucoup évolué, c'est passionnant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on sait énormément de choses, et on sait très bien aujourd'hui voir comment le cerveau de l'enfant va évoluer en fonction de son environnement. Et donc, ça vient confirmer, si vous voulez, toute cette approche finalement, ça vient confirmer tous ces éléments-là. C'est-à-dire que le cerveau de l'enfant est tellement réceptif et tellement sensible qu'il va s'imprégner de tout ça. La première année, c'est donc l'accès à la marche. Et on sait aujourd'hui que l'étape qui va suivre, c'est l'étape du langage. Et qu'en fait, tout ce qu'on va avoir ouvert et permis à travers la motricité, va faire la place pour une richesse de langage. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Eh bien, qu'un enfant qu'on a trop limité au niveau moteur, c'est un enfant qui va être limité au niveau langage. Le langage va être le support du développement de la pensée. Vous me suivez ? C'est-à-dire que si on a limité les enfants au niveau moteur, eh bien, c'est des enfants qui vont être beaucoup plus pauvres en termes de langage et qui vont avoir une pensée beaucoup moins riche. Donc, et aujourd'hui, on sait que cette progression-là, elle est inévitable. Alors, la relation de l'enfant avec son corps, ça vient nous dire que l'enfant ne sait pas de façon intellectuelle ce qu'il faut qu'il fasse avec son corps. Mais il y a une dynamique de vie dans le corps de l'enfant qui sait par où il faut passer, qui sait de quel mouvement il a besoin, qui sait dans quelle direction il faut aller, qui sait quelles expériences il va avoir besoin de faire. Et on sait qu'un enfant, quand il expérimente, il va faire, refaire. On sait par exemple qu'un enfant, quand il commence à marcher, il va tomber 1000 fois. Est-ce que nous, adultes, on est capable de tomber 1000 fois en étant toujours dans la même dynamique et dans la même volonté d'écouter ce qu'il y a en nous, comme ça, cette dynamique de vie, et d'aller au bout. Personnellement, moi, je ne suis pas sûre du tout d'y arriver. Donc, ce que ça nous montre, c'est que l'enfant, il écoute juste ce qui se passe dans son corps et il le suit. Et ce qui va se passer, et qui est intéressant à savoir aussi, c'est que cette dynamique de vie que l'enfant va exprimer dans son corps, en fait, elle répond à un appel qui est en lien avec la maturation de son système nerveux. Et donc, maturation du système nerveux, il y a deux choses importantes. Il y a au niveau du cerveau, vous savez que le cerveau est composé de cellules qui s'appellent les neurones. Eh bien, le cerveau de l'enfant, à travers l'expérimentation, il va développer ce qu'on appelle des connexions interneuronales. Et il va en développer des milliers par jour. Et donc, c'est quoi ces connexions interneuronales ? Eh bien, c'est des connexions qui se développent entre des neurones qui sont dans des régions différentes du cerveau et qui les relient. Par exemple, un truc tout bête, avec ma main, si je veux prendre la bouteille, ça veut dire que je suis capable de la voir et que je suis capable de diriger mon corps pour la prendre et d'avoir le geste exact pour pouvoir prendre la bouteille. Ça veut dire que mon corps est capable de faire travailler, mon cerveau est capable de faire travailler ensemble mes yeux pour la vue et tout mon système moteur pour aller chercher l'objet que je veux prendre. Et l'enfant, quand les connexions vont se développer dans son cerveau, et les connexions vont se développer pendant de très nombreuses années, eh bien ces connexions, pour vraiment se stabiliser dans le cerveau de l'enfant, elles ont besoin d'être supportées par de l'expérience. Si l'enfant n'expérimente pas ce que son cerveau est en train de développer comme connexion, eh bien les connexions ne servant à rien, eh bien elles vont être éliminées. Donc, c'est vraiment très important à comprendre que la dynamique de vie de l'enfant, ça répond à une cohérence
qui est extrêmement précise. Et un enfant ne fait jamais n'importe quoi dans son développement. Les gestes qu'il fait, les besoins qu'il a, répondent vraiment à ce que son cerveau est en train de développer, à ces connexions qui sont en train de se faire et à l'expérimentation qu'il a besoin de faire à travers ça. Ce qui veut dire qu'en fait, en tant qu'adulte, on a juste à faire confiance à l'enfant. Et on a juste à répondre à ce qu'est sa dynamique de vie et à ce qu'est sa demande de mouvement. Et le corps de l'enfant se développe dans le mouvement. Un enfant a besoin d'être en mouvement tout le temps. Sauf quand il dort, et encore. Sauf quand il a besoin de repos, parce que c'est important qu'il y ait aussi des moments de repos. Mais c'est lui qui sait quand il en a besoin. Donc, si on est dans cette compréhension-là, déjà, on va environner l'enfant à travers des supports d'expérimentation qui vont correspondre à là où il en est. Moi, ce qui me navrait quand quand j'ai pu travailler comme ça avec des professionnels, c'est qu'en fait, il y avait une réserve de jouets et c'était toujours la même. Ça ne changeait jamais. Ce qui veut dire que l'enfant, à un moment donné, il en a fait le tour. Et donc, il n'expérimente plus rien. Alors qu'il a besoin de nouveautés en permanence. Il a besoin tout le temps, d'expérimenter autre chose, un autre matériau, une autre couleur, une autre odeur, parce que les enfants sont très sensibles à tout ce qui est olfactif. Donc, il va avoir besoin de cet environnement-là, qui est d'une richesse. Ça ne veut pas dire qu'il y a 50 000 choses, mais ça veut dire que les choses qu'on va proposer vont être différentes pour susciter sa curiosité et lui donner envie d'aller toujours plus loin dans son expérience. Donc, ça peut être des choses très simples, parce que si on regarde ce qui est vendu pour les enfants à Noël, moi je trouve ça assez effarant, parce que dans 90% des cas, les jouets ne correspondent pas aux besoins des enfants. Les enfants ont besoin de choses beaucoup plus simples que ça. Donc, si on a bien compris quel est le besoin de l'enfant à ce moment-là, voyez, on va pouvoir développer autour de lui un environnement qui correspond et on va faire confiance à son développement. Le plus bloquant pour un enfant, c'est probablement de ne pas pouvoir bouger. Donc ça fait référence par exemple aux enfants qui vont rester des temps très longs dans des babilles, assis. Alors le pire, c'est quand l'enfant ne sait pas s'asseoir seul. Parce qu'un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul et qui est assis, il est bloqué. Ça veut dire que la dynamique de vie, lui, elle est bloquée. Et on l'empêche à ce moment-là, parce que son cerveau se développe en permanence. Donc quand on l'empêche, voyez, pendant une certaine période, eh bien tout ce que l'enfant avait besoin d'expérimenter pendant cette période-là, il ne le fera pas, parce qu'il va passer à autre chose. La vie continue. Le développement continue. Ça ne s'arrête pas. Donc à chaque fois, voyez, qu'on arrête un enfant dans son élan, qu'on arrête un enfant dans son développement, voilà, en l'empêchant de bouger, eh bien, à chaque fois, on l'empêche d'expérimenter et d'aller au-delà dans ses expérimentations, de se faire confiance, d'être encore plus curieux, et donc de développer une aisance au niveau de son corps. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le développement, les différentes étapes au niveau moteur par lesquelles passe l'enfant. Je vais juste résumer quelque chose qui est que ce qui est important, c'est de ne jamais brider ce développement de l'enfant. Donc un enfant, très tôt, il est par terre avec des jeux autour et on le laisse expérimenter. La deuxième grande erreur qu'on fait souvent en tant qu'adulte, et c'est encore une question qu'on a à se poser, qu'est-ce qu'on veut pour l'enfant? Est-ce qu'on veut lui permettre de développer une autonomie ou est-ce qu'on veut le rendre dépendant de l'adulte? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que professionnel ou en tant que parent, ce qui est intéressant, c'est de regarder jusqu'où l'enfant va tout seul. Si je n'interviens pas, jusqu'où il va pouvoir se débrouiller tout seul. Et à un moment donné, l'enfant va trouver sa limite. Quand l'enfant trouve sa limite, une question intéressante à se poser, c'est est-ce que je dois intervenir ou pas? Et quelquefois, il ne faut pas intervenir. Et si j'interviens, comment j'interviens? Et c'est toujours dans l'instantané qu'on va... Je pense par exemple, j'ai une image particulière en tête qui me vient, quand les enfants, à un moment donné,
parce que on les met sur le dos, et à un moment donné, l'enfant, il a tout le temps, pendant très longtemps, les jambes en l'air, hein, voilà. Et donc ça a du sens au niveau de sa motricité parce qu'il est en train de renforcer son bassin. Et donc à un moment donné, vous le voyez qu'il commence à basculer son bassin, vous voyez, comme ça. Et vous sentez qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose et qu'il va se retrouver sur le ventre. Et donc on est tenté, en tant qu'adulte, hein, de le prendre et de le mettre sur le ventre. Non. Vous voyez, parce qu'on l'empêche de vivre cette expérience-là jusqu'au bout, c'est-à-dire de trouver ce moment qui est un moment absolument magique, où l'enfant il va réussir à se retourner. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce moment-là, mais c'est un moment, l'enfant il est émerveillé à ce moment-là. Il a réussi un truc extraordinaire. Mais c'est un moment, voyez-vous, si on est à côté de l'enfant à ce moment-là, au moment où le bassin il est presque en train de passer, et si on est juste là pour accompagner au moment où l'enfant est dans l'élan, et non pas avant et non pas après, mais juste au moment où il est dans l'élan, si on donne juste la petite impulsion qui manquait à l'enfant, eh bien, on lui a fait découvrir quelque chose, c'est-à-dire que là, on lui a permis de découvrir quelque chose de nouveau. Ça y est, c'est intégré, il va avoir envie d'y retourner. Et dans son corps, il a intégré le mouvement, mais parce qu'il était dans l'élan. Vous comprenez? Alors que si j'étais arrivée 2 secondes trop tard, parce qu'il n'y était plus, et que je l'avais mis sur le ventre, eh ben, c'était trop tard. L'expérience, pour lui, elle n'avait pas de sens. Et j'étais venue faire quelque chose à sa place. Et c'est vrai dans tout le quotidien avec l'enfant. Hein, c'est-à-dire que tout ce que l'enfant peut faire seul, il faut le laisser faire. Le laisser faire, quelquefois ça va être, ça va nous mettre dans des situations, je pense par exemple, j'ai des images qui viennent, hein, c'est pour ça que quelquefois ça me ralentit, parce que je pense par exemple, je revois ma petite fille, vous voyez, qui est ma petite fille de 2 ans, et je la revois un jour à table au moment du repas. Parce que ma petite fille, elle évolue sur ce mode-là. Et donc, elle veut faire toute seule. Alors, quand vous mettez une assiette devant elle, avec tout ce qu'il y a dedans, bien sûr, je veux dire, vous pensez bien que la cuillère ou la fourchette, elle en a un peu rien à faire. Et donc, elle veut tout expérimenter. Elle veut toucher les aliments, elle veut les tester, elle veut les expérimenter, elle veut, voilà. Et c'est fabuleux de la voir faire. Mais effectivement, au niveau intendance, autour d'elle, ça demande effectivement d'avoir accepté qu'à la fin du repas, quand elle aura fini de manger, il y en aura partout autour, qu'il va falloir probablement la changer, qu'elle en aura plein les mains, peut-être des fois plein les cheveux, et qu'elle aura expérimenté ça. Mais quand on laisse faire ce passage-là à l'enfant, c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps. C'est-à-dire que ça va être un temps court, parce que l'enfant aurait été au bout de son expérience. Et quand il est allé au bout de son expérience, il passe à autre chose. Hein, donc, il y a comme ça des éléments avec l'enfant qui sont fondateurs, mais qui viennent nous interroger en tant qu'adultes. C'est pas l'éducation qu'on a reçue, c'est pas la croyance qu'on a. Et donc, ça vient nous toucher quelque part en disant, mais on va quand même pas les laisser n'importe quoi. Ça vous parle, ça? Et donc, effectivement, ça vient dire que on a à poser un cadre, mais ce cadre qu'on va poser, c'est important de se rendre compte, est-ce que le cadre que je vais poser va empêcher l'enfant d'être dans son expérimentation, ou est-ce qu'au contraire, ça va le soutenir et le contenir dans quelque chose, voyez, dans une manière d'être et de faire, où éventuellement, là, il pourrait se mettre en danger, et où il pourrait dire tout à fait poser des actes qui ne soient pas en accord avec ce qui est autorisé. Et donc, de quel type d'autorité on va user face à l'enfant? Est-ce qu'on va avoir une autorité qui est une autorité brutale, non communicante, non respectueuse, et où là, l'enfant, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi on lui dit non. Quand vous dites non à un enfant, si vous dites un non sec, il ne comprend pas. Surtout quand il arrive aux environs des 2 ans là. Un non sec, il ne comprend pas. Je veux dire, quand il commence à marcher, qu'il commence à expérimenter l'appartement, qu'il touche à tout, effectivement, c'est déstabilisant, il faut être derrière tout le temps, il faut avoir enlevé un certain nombre d'objets. Mais bien sûr qu'on ne va pas le laisser toucher à tout. Et c'est là où ça va être important de poser un acte d'autorité, mais un acte d'autorité qui va être respectueux par rapport à ce que vit l'enfant. Alors concrètement, ça veut dire quoi? J'ai un beau vase et je ne veux pas qu'il le touche. Il y a 2 choses. Il y a l'élan de l'enfant pour découvrir et pour expérimenter et pour manipuler. Et il y a mon beau vase que je ne veux pas qu'il prenne.
Et si je ne veux pas casser l'élan de l'enfant, parce qu'il est dans cet élan pour découvrir, je vais lui dire, ok, j'ai bien compris que tu as besoin de manipuler des choses, mais tu vois, ça, je préférerais que tu prennes autre chose. Donc viens, on va découvrir autre chose. Et je vais canaliser son élan et je vais l'emmener vers des choses qui, moi, ne me dérangent pas ou qui sont prévues pour ça. Et donc là, quand je fais ça, eh bien, je soutiens son élan, c'est-à-dire que je lui dis, je suis en accord avec le fait que tu aies envie d'expérimenter. Je suis en accord avec le fait que tu sois curieux, que tu aies envie de toucher, que tu aies envie de découvrir. Je t'apprends seulement qu'il y a des choses que tu ne pourras pas toucher. Et donc là, quelque part, si vous voulez, ça devient un enseignement intéressant pour l'enfant. Et comme il est respectueux de ce que lui vit, l'enfant va le respecter. Alors que si vous dites un non sec à l'enfant, vous l'avez sûrement expérimenté, vous dites un non sec à l'enfant, non, non, tu touches pas, voilà, mais il n'y a rien d'autre avec, mais il va revenir 15 fois, quoi. Et vous allez dire non 15 fois. Et à un moment donné, l'adulte va s'énerver, en disant, ça fait 15 fois que je te dis non, hein, donc là, je vais te punir, parce que ça te suffit. Et là, l'enfant ne comprend rien. Et on n'est pas dans quelque chose qui va permettre à l'enfant d'intégrer des lois, hein, parce qu'en fait, c'est des lois de vie en commun. C'est-à-dire, quand tu vis avec moi, il y a des choses que je n'ai pas envie de te voir faire. Et donc, mais par contre, je vais te les expliquer et je vais t'autoriser, toi, dans tout ce qui est de l'ordre de la découverte et de la manipulation et de l'expérimentation. Donc, ça demande à l'adulte, à chaque instant avec l'enfant, d'être dans cette attitude bienveillante, communicante, respectueuse, qui permet à l'enfant d'écouter cet élan tout en sentant que cet élan, il est canalisé. Et pour lui, c'est sécurisant. C'est-à-dire que le fait que les adultes qui sont autour de lui permettent de développer, de découvrir certaines choses, et lui disent, là, non, c'est pas possible, on va plutôt aller par là, ben, l'enfant est en sécurité. Voyez ? Donc, c'est vraiment une attitude qu'on va avoir à travers les mots, à travers la manière qu'on va avoir d'accompagner l'enfant, qui va permettre à l'enfant de développer cette confiance, de se sentir à l'aise. Et donc, à travers ça, qu'est-ce qu'il va développer ? Eh ben, ça veut dire que cet élan qu'il a dans son corps, que cette dynamique de vie qui l'anime, ben, il peut lui faire confiance. Et donc, c'est lui qui va trouver ses limites. C'est-à-dire que quand on fait confiance à un enfant dans sa capacité à développer sa motricité, parce qu'on l'a laissé évoluer au gré de ses besoins, eh ben, c'est un enfant qui sait exactement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et j'ai vu des enfants, par exemple, en crèche, à un moment donné, on avait encore le droit d'avoir des cages à écureuils. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Enfin, peut-être pas, vous êtes jeune. Les cages à écureuils, c'était des structures qui étaient très hautes, qui étaient plus hautes que nous en tant qu'humains, et qui étaient faites, c'était des barres, vous voyez, qui étaient en travers, comme ça. Et donc, en fait, c'était des grands cubes, voilà. Et donc, c'était des barreaux, et les enfants montaient sur les barreaux, dans un sens, dans l'autre sens, voilà, ça montait dans tous les sens. Et donc, en fonction des personnes qui étaient à côté de la cage à écureuils, eh bien, il y avait des enfants qui tombaient, et il y avait des enfants qui tombaient, et les enfants ne tombaient pas. Et en fait, c'était lié à quoi ? Eh bien, c'était lié à la personne qui était à côté. C'est-à-dire, si la personne qui était à côté avait un discours rassurant pour les enfants, c'est-à-dire juste en leur disant « Tu sais jusqu'où tu peux aller, je te fais confiance. Si tu es en difficulté, tu me le dis, je vais t'aider. » Et juste d'être à côté, de permettre à l'enfant de vivre ça, eh bien, je peux vous assurer que les enfants disaient, quand ils avaient trouvé leurs limites, ils disaient « Ah là, je ne peux pas redescendre. » Ok, tu ne peux pas redescendre tout seul, mais je vais t'aider à trouver ta solution. Parce que c'est important que tu trouves ta solution, parce que demain tu vas remonter, tu ne sauras pas redescendre. Ok. Et donc, permettre à l'enfant de trouver sa solution, comment tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux prendre ? Où est-ce que tu peux mettre ta main ? Où est-ce que tu peux mettre ton pied ? Et les enfants, de cette façon-là, je veux dire, apprenaient, voyez, à monter, à descendre, et le personnel est en sécurité. Certains personnels étaient en sécurité, parce que effectivement, ils avaient compris que les enfants n'iraient jamais au-delà de ce qu'ils pouvaient. Et avec ces personnels-là, il n'y a jamais eu de chute. Quand on a eu des remplaçantes, c'est une observation que j'ai faite sur des années, et en fait, quand on avait une remplaçante qui venait à la crèche, qui n'était pas habituée à fonctionner de cette façon-là et qui les voyait faire, elle avait peur qu'ils tombent. Donc, qu'est-ce qu'elle disait aux enfants ? Vous allez tomber. Que faisaient les enfants ? Il y en avait qui tombaient.
Hein, parce que quand on dit à un enfant, c'est pas la même chose de dire à un enfant, tu vas tomber. Parce que là, quelque part, on lui donne un ordre. Hein, que de lui dire, j'ai peur que tu tombes. Parce que là, je parle de moi. Je parle de ce que je ressens. Et donc, si je suis capable de dire à l'enfant, moi voilà ce que je ressens. Tu sais, quand tu fais ça, je ne suis pas rassurée. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es sûr de toi? Et là, vous voyez, on vient interroger quelque chose chez l'enfant qui est, mais jusqu'où l'enfant il a confiance dans ce qu'il est en train de faire? Jusqu'où il a confiance dans le corps qui est le sien? Et est-ce qu'il connaît ses limites? Et c'est intéressant. Hein, donc, c'est vraiment une notion importante avec les enfants de poser cette confiance-là. Alors évidemment, quelquefois, on va recevoir des enfants, et moi c'est arrivé à la crèche, dans les crèches, qu'on reçoive des enfants qui d'emblée ne sont pas à l'aise dans leur corps, parce que c'est des enfants, dans les premières étapes de vie, c'est des enfants qui sont restés assis tout le temps, c'est des enfants qui ont été empêchés justement dans ce développement-là, on voit la différence très très vite, hein, parce que c'est des enfants qui n'osent pas, ou qui vont faire n'importe quoi. Quand on voit un enfant qui va monter, par exemple, les enfants très tôt, ils veulent monter sur les chaises. Et quand ils montent sur la chaise, comment il s'y prend? Et donc, plutôt que de lui dire « Ah non, tu montes pas sur les chaises », qui est un non sec, voilà. Et l'enfant ne comprend pas parce que son élan à lui, sa curiosité à lui, le pousse à faire ça. Mais si au contraire, je l'accompagne, en disant « Bon, écoute, j'ai bien compris que tu voulais monter sur la chaise. Écoute, tu vas montrer comment tu fais. Et puis, parce que moi, j'ai besoin de m'assurer que tu vas monter tranquillement et que tu ne vas pas risquer de te faire mal. Est-ce que tu es OK avec ça? Enfin, oui. Et vous allez voir comment il s'y prend. Et s'il y a un danger quelconque, on en parle. C'est-à-dire qu'on mesure le danger et on lui montre le danger qu'il peut y avoir. Et les enfants comprennent très, très bien ce langage-là. Donc, adapter notre langage avec les enfants, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de toute cette démarche du sens large de la motricité globale, de la motricité libre. C'est-à-dire que ça vient, vous voyez, poser des bases qui sont au départ quelque chose de l'ordre de la motricité, mais qui, dans un deuxième temps, vont aller bien au-delà que la motricité, puisque ça va être un accompagnement sur du long cours avec les enfants. Alors, je vous ai parlé du cerveau et des connexions qui se font à l'intérieur du cerveau, mais il y a un autre élément qui est important aussi dans le développement moteur de la première année, c'est le développement de la gaine de myéline. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc, cette gaine de myéline, elle est fondamentale, puisque quand un enfant naît, vous voyez, ses nerfs, tous ces nerfs périphériques, donc ils vont aller innerver toutes les parties de son corps, au niveau musculaire en particulier, eh bien, ces nerfs n'ont pas de gaine de myéline. Qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que la différence entre un nerf qui a une gaine de myéline et un nerf qui n'en a pas, c'est la vitesse de remontée de l'information au cerveau et c'est la qualité de l'information qui va remonter au cerveau. Ça vient dire que quand un nerf dans un corps n'est pas myélinisé, l'information qui remonte au cerveau remonte à la vitesse de 1 mètre par seconde et elle est diffuse. Alors que quand un nerf est myélinisé, la vitesse de remontée de l'information au cerveau est de 150 mètres par seconde, ce qui veut dire qu'on est dans de l'instantanéité, et qu'elle est rigoureuse, précise. Alors, si je traduis ça par rapport à la motricité, par rapport à la relation à son corps, ça vient nous dire que tant que les zones d'un corps de l'enfant ne sont pas myélinisées, l'enfant n'a pas une conscience précise de ce qui s'y passe. Voilà ce que ça vient nous dire. Alors qu'une fois que la zone est myélinisée, l'enfant peut la maîtriser. Parce que l'information qu'il reçoit de cette partie-là de son corps, elle est globale, elle est précise, et il peut manipuler, il sait approprier cette partie-là de son corps. Alors que tant qu'elle n'est pas myélinisée, il ne peut pas. Et donc, ça se fait dans un ordre très précis, qui se fait de la tête jusqu'aux pieds, c'est-à-dire que c'est dans le sens de la moelle épinière, ça descend de la tête jusqu'à ce qu'il va y avoir au niveau du sacrum, au niveau des racines nerveuses. Et donc, ça explique pourquoi, quand on regarde un enfant dans son développement moteur, la première chose qu'il va faire, ça va être de relever sa tête. Parce que les premières zones qui vont être myélinisées, c'est le cou. Et puis après, ça va être les épaules, puis après, ça va être le coude, puis après, ça va être la main. Ça se fait dans cet ordre-là, puis après, c'est au niveau du dos, et puis après, c'est au niveau des jambes. Et donc, ça explique, si vous voulez, toute la manière que va avoir l'enfant de développer sa motricité, en sachant que
pour que la myéline se développe, il y a besoin du mouvement. Le mouvement va aider la myélinisation et la myélinisation va aider le mouvement à devenir précis. Hein, tout ça, ça se tient. Donc plus l'enfant est libre dans son mouvement, mieux ça se fait, mieux il se l'approprie, plus il a conscience de son corps et mieux il le maîtrise. Hein. Alors, un détail intéressant que j'aime bien préciser, c'est que le dernier nerf du corps de l'enfant qui vient être myélinisé, est-ce que vous avez une idée de celui que c'est? Vous avez le droit de parler. Hein. Le dernier nerf, si vous allez voir sur une planche où on voit le système nerveux de l'enfant et en particulier le système nerveux périphérique, vous allez voir que le dernier nerf qui est myélinisé, c'est celui qu'on appelle le nerf honteux. Et le nerf honteux, c'est celui qui est tout à la base de la colonne vertébrale et c'est celui qui va aller innerver la zone urogénitale. Vous me voyez arriver. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que tant que ce nerf-là n'est pas myélinisé, l'enfant n'a pas conscience de ses sphincters et que c'est donc une absurdité totale de mettre un enfant sur le pot et de lui demander d'être propre. Et je reprends le terme propre parce que c'est un terme qui, moi, alors là, m'exècre complètement, c'est qu'aucun enfant n'est sale. Donc on lui dit, il n'est pas propre, c'est faux. Il est propre, il ne maîtrise pas ses sphincters, c'est pas pareil. Voyez. Donc c'est intéressant d'aller regarder ce que nous dit le corps, parce que quand on a compris, vous voyez, comment les choses se développent au niveau du corps, il y a des gestes absurdes qu'on ne posera plus. Et donc, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on met un enfant, vous voyez, quand on exige d'un enfant qu'il dépose dans un pot alors qu'il n'est pas prêt à maîtriser ses sphincters, eh bien, quelque part, on lui montre qu'il n'est pas capable de répondre à notre attente. Et ça vient, quelque part, rencontrer ce que l'enfant va construire au niveau de sa personnalité dans une deuxième étape. C'est que la première étape, je disais que c'était la confiance. Et la deuxième étape, ça va être, est-ce que je suis capable de ? Et donc, ça vient complètement. Et on rencontre à ce moment-là l'enfant de 2 ans qui va être dans son nom. Voilà. Et tout ça, ça se tient. Et donc, l'enfant qui ne peut pas maîtriser ses sphincters, quand on lui demande de le faire, on lui demande quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et donc, quelque part, on lui démontre qu'il n'est pas capable de répondre à notre attente. Or, répondre à l'attente de l'adulte, pour un enfant, c'est fondamental, parce que si l'adulte est content, l'enfant se sent aimé. Et comme l'amour est la première source à laquelle l'enfant a besoin de s'abreuver, eh bien, s'il sent que l'adulte n'est pas content parce qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait, l'enfant prend cette responsabilité-là sur lui, et donc, effectivement, il va se sentir dévalorisé. Et c'est le début de la dévalorisation. Dans tout ce que fait un enfant, l'enfant ne connaît pas l'échec. C'est les adultes qui vont amener l'enfant, de par les commentaires qui vont être faits, à intégrer cette notion d'échec. Chez un tout petit, et même pendant longtemps, si effectivement l'enfant a le droit de se tromper, l'enfant a le droit de faire en fonction de ce qu'il peut et avec ses limites, l'enfant n'aura pas de sentiment d'échec. Il va recommencer et recommencer et recommencer. C'est les adultes qui vont amener cette notion d'échec à l'enfant. Et justement, en ayant des propos qui ne sont pas appropriés et qui ne correspondent pas, qui ne soutiennent pas l'enfant dans ce qu'il est en train de vivre. Ça va ? Donc l'observation de l'enfant, être capable de rentrer en relation avec l'enfant, de respecter l'enfant dans sa particularité, parce que cet enfant-là, on ne l'a jamais rencontré, on ne le rencontrera jamais. Et donc, quand on est capable de mettre tous ces éléments-là, avec d'autres aspects, parce que quand on parle du corps de l'enfant également, dans la première année, la sécurité de l'enfant va aussi passer par la manière qu'on va être en relation avec son corps. Et la relation qu'on va avoir avec son corps, est-ce que c'est une relation respectueuse, là encore, communicante, bienveillante ou pas? C'est-à-dire que, moi j'ai vu dans ma vie professionnelle, des professionnels venir prendre l'enfant et l'emmener, parce qu'elles avaient décrété que c'était le moment de le changer. L'enfant était occupé, il était en train de jouer, il était dans tout à fait autre chose. Il est interrompu à ce moment-là et on l'emmène sans même lui avoir demandé son accord. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant à ce moment-là ? Est-ce qu'on s'est posé la question ? Voyez ? Alors que c'est extrêmement important de prévenir l'enfant de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, tu sais, je vais aller te changer. Est-ce que tu veux bien arrêter ton jeu ?
parce que je vais t'emmener pour te changer, parce que je pense que tu en as besoin. Et là, vous voyez comment l'enfant réagit. Alors, quelquefois, il va vous dire non, s'il est un peu plus grand, parce qu'il n'a pas envie. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ce qui va se passer dans la relation à ce moment-là avec l'enfant. C'est pas d'avoir à tout prix, nous, en tant qu'adultes, le dernier mot. Parce que souvent, avec les enfants, quand les enfants arrivent à ce stade, vous voyez, du 2 ans, qu'est-ce qui va s'installer ? Il va s'installer un rapport de pouvoir entre l'adulte et l'enfant. Et tu vas faire ce que je t'ai dit. Mais c'est quoi le sens de ça ? Pourquoi on a besoin d'aller chercher du pouvoir sur l'enfant à ce niveau-là ? On ne lui fait pas confiance, on n'est pas capable de trouver le moyen, justement, de faire comprendre à l'enfant l'intérêt de ce qu'on est en train de lui proposer. L'enfant n'est pas idiot, il est capable de comprendre. Voyez ? Donc, on a des pratiques comme ça, qui sont des pratiques très, très anciennes. Hein. Les adultes ont toujours fonctionné comme ça. Et donc, quand on réfléchit à ce qu'on fait, à un moment donné, on dit, mais c'est absurde, ça. Parce que quand dans la pratique, on va aller à la rencontre de l'enfant, on va expliquer à l'enfant. Ça ne veut pas dire que l'enfant, on ne va pas l'emmener pour le changer. Mais ça veut dire qu'au moment où on va l'emmener, il sait ce qu'on va faire, on lui a expliqué, et que quelque part, on a eu son accord. Et très vite, l'enfant va donner son accord. Un enfant change très très vite. En quelques secondes, un enfant, il a changé d'avis. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais forcément. Voyez, comme dans ses émotions, je veux dire, un enfant, il est en colère, et puis 1 minute après, il rigole, voilà. Les enfants comme ça, ils sont instantanés. Et donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose avec l'enfant, c'est important, voyez, qu'on ait eu ce temps de respect, ce temps de bienveillance, ce temps de rencontre. C'est je vais vers toi, et je vais m'occuper de toi. Et en particulier, je vais m'occuper de ton corps, puisque je vais te changer. Et donc, quand je vais te changer, voyez, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, moi, j'ai vu aussi des choses se passer à ce niveau-là. C'est-à-dire que le change d'un enfant, ça peut être très mécanique. Hein. On prend l'enfant, oui, c'est facile, hein, mécaniquement, de changer un enfant. Est-ce que c'est ça, être en relation avec un enfant ? Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant quand on prend son corps ? Si je prends votre corps comme ça, vous voyez, de façon mécanique, et que je vous fais un soin, comment vous allez le vivre ? Les enfants, c'est pareil. Et donc, effectivement, quand on va changer l'enfant, c'est important d'être en relation avec lui, de lui parler, d'être avec lui, de faire attention à lui, donner de l'attention. L'enfant a besoin qu'on fasse attention à lui. Il a besoin qu'on soit avec lui. Il a besoin de sentir qu'à un moment donné, il n'y a que lui pour nous. Qu'on soit parent ou qu'on soit professionnel, c'est pareil. L'enfant, il a besoin de sentir à un moment donné que la relation, elle est que pour lui. Donc tout ça, c'est parce que c'est dans la manière de faire avec l'enfant que l'enfant va sentir qu'on le respecte, qu'on lui parle, qu'on fait attention à lui, et ça va lui donner de la valeur. Et l'enfant va se sentir être une personne, il va sentir qu'il a de la valeur, qu'il a de l'importance. Et c'est quand même autre chose de se construire avec ces valeurs-là, plutôt que de se construire en se disant qu'on n'est rien, qu'on est nul, qu'on n'a pas de valeur. Voyez ? Donc, parce que c'est les bases de sa personnalité qu'il va poser à ce moment-là. Hein. Et les bases qu'on a posées dans nos 3 premières années de vie, on les traîne toute notre vie. Hein. Et on les traîne tout le temps. Même avec une grande psychanalyse qui dure des années, eh bien, il y a des fondements de notre personnalité qu'on ne changera pas. Il y a des peurs qu'on a, on ne les changera pas. Il y a une vision de soi qu'on a, elle est très difficile à changer. Donc, on peut apporter aux enfants une autre manière de se construire et une autre image d'eux-mêmes. Et ça dépend de nous, les adultes. Hein, donc, tous ces éléments-là sont vraiment importants. Et donc, je pense que vous avez compris que derrière la motricité libre, ce qu'on dit de la motricité libre, c'est en fait toute une manière d'être avec l'enfant qui est différente. Et c'est une manière d'être avec l'enfant avec une intention claire qui est d'accompagner l'enfant. D'accompagner l'enfant pour que l'enfant se découvre, que l'enfant apprenne à se connaître. Vous savez, quand on observe les tout petits, très tôt, on a vu quelles sont les particularités de cet enfant-là et quels vont être ses talents. Vous avez des enfants, je veux dire, vous allez voir très tôt que la seule chose qui compte, c'est la motricité. Ils sont très moteurs, ils ont besoin de bouger tout le temps, et ça passe par ça. Vous en avez d'autres qui ont besoin de se poser, qui vont être observateurs, qui vont prendre leur temps, qui vont voilà. Et ils n'ont pas les mêmes rythmes. Je me souviens un jour d'une maman, j'étais en crèche familiale, et cette maman était très inquiète parce que son petit garçon, qui avait 16 mois, ne marchait pas. Et donc elle est venue me voir, elle me dit, écoutez, je suis très inquiète parce que mon petit garçon ne marche pas.
et j'ai peur qu'il ait une pathologie. La maman, elle était professeure en université, et donc elle avait un souci de la normalité qui était très très poussé. Et donc je lui ai dit, vous savez, on va se retrouver chez l'assistante maternelle et puis on va le regarder vivre votre enfant ensemble. Et donc on est allé regarder ce petit garçon vivre. En fait, qu'est-ce qui se passait? C'est un enfant, dès qu'il avait un papier, dès qu'il y avait des crayons à côté, dès qu'il y avait des choses à assembler, dès qu'il y avait quelque chose qui passait par de l'observation, qui passait par quelque chose qui était très minutieux, l'enfant prenait son temps. C'est un enfant qui prenait son temps, qui était très observateur. Et donc, j'ai amené la maman à regarder son enfant, mais avec ce regard-là, c'est-à-dire sans penser qu'il avait une pathologie, mais en se disant, mais comment il fonctionne, mon enfant? C'est quoi qui est intéressant pour lui? C'est quoi qui le captive à ce point-là? Et donc, on a vu que cet enfant, en fait, la motricité, c'était pas son truc, quoi. Mais il avait une capacité à être précis à l'âge qu'il avait, à 16 mois. Moi, j'ai rarement vu un enfant être aussi précis dans ses gestes que cet enfant-là. C'est un enfant qui a marché à 20 mois. Et alors? Il a marché, cet enfant. Et il était dans un développement qui était le sien. Donc, vous voyez, la normalité, quelquefois, elle nous enferme et elle ne nous permet pas d'accueillir les enfants dans leur spécificité, dans leur unicité. Je veux dire, cet enfant-là, sa particularité, c'est quoi? Et quand on est dans ce regard-là, eh bien, la normalité, on la met de côté. Ça ne veut pas dire que quand on va repérer des choses chez un enfant qui sont, interpellantes, on ne va pas s'interroger. Bien sûr que si, il faut s'interroger. Et s'il y a besoin, aller demander conseil à un professionnel, bien sûr qu'il faut le faire. Mais quand on est dans bien des cas, on se rend compte que, il suffit de laisser l'enfant évoluer en fonction de ce qui est son rythme à lui, et en fait, tout va se passer très bien. Et que tous les enfants n'ont pas le même rythme, et n'ont pas envie de faire la même chose au même moment, et n'ont pas le même intérêt pour les choses. Et voilà. Vous avez des enfants, la peinture, ils n'en ont rien à faire, quoi. Ça ne les intéresse pas. Alors que vous avez d'autres enfants qui vont passer un temps fou quand vous leur proposez ça. Voyez, et c'est vrai pour toutes les activités qu'on peut proposer aux enfants. Et donc, si on est dans une normalisation de dire, il faut que tous les enfants ils fassent la même chose à la même heure, au même moment, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il y a forcément des enfants qui ne s'y retrouveront pas. Et en général, la plupart des enfants ne s'y retrouveront pas. Donc, je crois que je vous ai dit le plus important de ce que je voulais vous dire. Il y a une autre chose sur laquelle je voudrais insister aussi par rapport à la motricité de l'enfant. C'est les conséquences d'une non-écoute, d'un non-respect de cette motricité libre. Parce qu'une des fonctions très importantes de la motricité libre, c'est qu'elle va permettre à l'enfant d'intégrer les réflexes archaïques. Vous avez sûrement entendu parler des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, quand un enfant vient de naître, c'est ce que le pédiatre va tester, vous voyez, à la maternité. Vous savez, quand il va essayer de le faire marcher, et quand il va le laisser tomber comme ça, voilà. Il y a un certain nombre comme ça de moyens pour aller tester les réflexes archaïques. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que on se rend compte que chez beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, en fait, les réflexes archaïques, un certain nombre de réflexes archaïques ne sont pas intégrés. Alors, je vous explique très rapidement de quoi il retourne. Donc, quand l'enfant naît, il a ces réflexes archaïques qui sont en fait une mémoire. Hein, c'est quelque chose de très ancien et qui se véhicule comme ça au fil du temps. Et donc, c'est comme s'il y avait un schéma prédéfini en termes de motricité de ce que l'enfant doit développer, de ce que l'enfant doit acquérir. Et donc, au fil du développement de cette motricité, quand elle est respectée, quand elle est ajustée, ces réflexes archaïques vont s'intégrer. C'est-à-dire qu'ils vont laisser la place, en fait. Le cerveau va intégrer ces schèmes-là. On parle de schèmes pour les réflexes archaïques. C'est comme s'il y avait une direction qui était donnée. Et en fait, le cerveau va faire en sorte qu'à travers les mouvements que l'enfant va expérimenter, il intègre ces schèmes-là. Donc, c'est très intéressant à étudier les réflexes archaïques et puis leur intégration. Mais ce qui est surtout important à comprendre, c'est que quand cette motricité n'est pas respectée, ce développement de cette motricité n'est pas respecté, ça va avoir comme conséquence une non-intégration des réflexes archaïques.
Et une non-intégration des réflexes archaïques, eh bien, ça va amener une surcharge au niveau du système nerveux et ça va avoir des conséquences au niveau du développement de l'enfant. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que ça peut donner, parce que l'enfant, il va développer sa motricité, mais il va y avoir des blocages à certains endroits. Et donc, ça va avoir des conséquences à la fois sur le plan moteur, à la fois dans la relation avec son corps, à la fois sur le plan affectif, émotionnel, et puis également sur le plan cognitif. Parce que ce que je vous disais au début, c'est que le lien, il est direct entre la manière qu'on a de s'approprier son corps en termes de motricité, comment on va développer notre langage, comment on va développer notre pensée, et comment on va être capable de gérer après notre vie émotionnelle. Et tout ça, ça se tient. Hein. Et donc, y a des enfants, par exemple, qui vont rentrer, en particulier au CP, parce que c'est souvent là qu'on le voit, et qui vont avoir de grosses difficultés, par exemple, à apprendre ou à se concentrer, qui vont mal s'asseoir. Hein. C'est très important de regarder comment un enfant s'assoit. Parce qu'il y a des positions que l'enfant va prendre, s'il s'assoit sur son pied, si on roule ses pieds dans sa chaise. Voilà. Il y a un certain nombre de choses qui nous amènent à nous rendre compte que, en fait, eh bien, l'enfant n'a pas intégré ses réflexes archaïques. Et donc, c'est un enfant qui va avoir des limitations dans son corps et qui va avoir des difficultés, alors que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau de ses apprentissages. Et c'est des enfants, par exemple, qui vont pas pouvoir se concentrer. Donc, ils vont arriver au CP, la maîtresse va leur demander de faire attention, et l'enfant, il ne sait pas faire. Il peut pas, il n'a pas les outils pour ça. Donc, on va mettre en difficulté des enfants et qui vont être mis en marge du système scolaire simplement parce qu'au départ, il y a des réflexes archaïques qu'ils n'ont pas pu intégrer. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont tout à fait formés pour réparer ça, parce que ça peut se réparer. Hein. C'est quelque chose qui est réparable dans le temps, mais effectivement, ça demande d'avoir des connaissances pour aider les personnes à récupérer ça. Il faut savoir que c'est des approches qui sont utilisées, par exemple, pour les personnes qui ont fait des AVC et qui ont du mal au niveau de leur motricité à récupérer. Eh bien, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour les aider à retrouver, comme ça, des fonctionnements au niveau moteur. Donc, voilà, c'est difficultés de concentration, faible imagination, difficultés dans les apprentissages, tous les 10, vous savez, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, tout ça, c'est des enfants, à la base, dans la plupart des cas, qui ont des réflexes archaïques qui n'ont pas été intégrés. Donc, vous voyez, donc ça va effectivement se retrouver après chez l'adulte, les confusions dans les lettres, difficultés à écrire. Alors ça, c'est sur le plan de l'apprentissage, mais au niveau émotionnel, c'est des enfants qui vont être trop timides, par exemple des timidités excessives, ou des gros accès de colère, ou une grosse susceptibilité, ou des pleurs fréquentes, ou un gros manque de confiance en soi, évidemment. Des angoisses, les enfants qui ont des grosses angoisses. Enfin, tout ça, ça mérite d'aller regarder et d'aller voir des professionnels pour voir s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là, parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là, qui n'ont pas intégré le réflexe archaïque, et des adultes aussi, évidemment. Et ça peut se régler quel que soit notre âge. Donc voilà ce que j'avais d'essentiel à vous dire par rapport au réflexe archaïque, à la motricité libre et à tout ce que ça vient interpeller chez nous en tant que professionnels et en tant que parents. Et j'aimerais bien que vous me posiez des questions. Et puis, je vais me faire un plaisir d'y répondre. Est-ce que vous avez des exemples de réflexes archaïques qui ne sont pas intégrés par rapport, par exemple, au déficit attentionnel que vous présentez ? Alors, je ne sais pas vous dire précisément, quand il y a une difficulté d'attention, à quel réflexe archaïque ça correspond. Je ne suis pas spécialiste de cette pratique-là. Mais il y a des professionnels qui sauraient vous dire ça très bien. Si vous allez sur Internet, si vous êtes intéressé par les réflexes archaïques, il y a de très bons sites qui vous permettent justement d'aller regarder ça de plus près. Je peux vous les donner, je les ai là, les sites correspondants. Et vous allez voir que vous avez des détails, vraiment de très longs détails. L'approche qui permet de récupérer, c'est l'intégration motrice primordiale, ça s'appelle. Donc, en général, c'est des psychomoteurs, des psychomotriciens qui sont formés, vous voyez, à pratiquer qui ont cette approche-là et qui permettent justement, d'une part, ils vont étudier ils vont observer l'enfant et
Et ils vont voir, voyez, en fonction de leur observation, bah, effectivement, quel est le réflexe qui n'a pas été intégré, et donc ils vont lui permettre de l'intégrer après. Hein, mais c'est important à savoir. Pardon. Il y a 12 réflexes archaïques essentiels, vraiment déjà dans le ventre de la maman qui se passe, et puis ensuite quand l'enfant est tout petit, vraiment tout bébé. Et c'est au travers de ces 12 réflexes archaïques, il y a peut-être une défaillance qui a été faite parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a voulu presser l'enfant. Il faut vite marcher, vite être debout, vite accéder à ce que moi j'accède. Voilà, mais du coup, il y a des formations très intéressantes, donc celle de Christina Cuomo, si vous voulez, comme site, ou celle de Paul Landon, je crois que c'est celle dont vous parliez, l'intégration motrice primordiale, et ce sont des formations qui sont super pour en savoir plus là-dessus, et pour le coup répondre à ces spécificités sur les 10, parce que là je ne sais pas non plus, mais en tout cas les 12 réflexes archaïques, vous pouvez les apprendre facilement grâce à Christina Cuomo, et vous-même vous allez peut-être découvrir un truc qui vous a manqué quand vous étiez petite parce que on a voulu presser ça ou ça pour X raisons, peut-être même parce que seulement il y avait le grand frère qui savait déjà faire et vous vouliez faire comme lui, tout simplement. Voilà. En fait, quand il travaille sur 70 réflexes archaïques. On en connaît quelques-uns, mais on ne les connaît pas tous. Hein. Est-ce que ce que j'ai dit, ça vient... Moi, ça m'intéresserait de savoir comment ça résonne en vous, ce que j'ai dit là. Est-ce que c'est très loin de ce que vous faites ? Est-ce que vous dites, oh là là, mais de quoi elle nous parle voilà. Est-ce que ça suscite des questions ? Est-ce que, vous voyez, par exemple, le genre de questions qu'on me pose quand même assez régulièrement, c'est de me dire, mais comment on fait pour donner des limites aux enfants ? C'est-à-dire au niveau éducation, parce que on ne peut pas les laisser tout faire. Voilà. Et ce qui est une réalité, c'est que bien évidemment, on ne peut pas laisser tout faire aux enfants. Et il ne faut surtout pas laisser tout faire aux enfants. Voilà. Et ce que ça peut générer, vous voyez, quelquefois comme difficulté aussi, c'est de dire, oui, mais alors ça veut dire que il faut que je remette en question tout ce que je crois, enfin tout ce que la façon que j'ai de voir les choses, et voilà. Pas forcément. C'est-à-dire qu'on a des valeurs. Vous voyez, et c'est pas la même chose que les croyances. C'est-à-dire, c'est quoi mes valeurs dans la vie ? Et donc, de permettre à l'enfant de recevoir nos valeurs, c'est une manière aussi de l'orienter quelque part et de dire, pour moi, ça c'est important. Mais ça vient dire aussi, tes valeurs, toi, quand tu seras adulte, ce ne sera peut-être pas les mêmes que moi. Et c'est OK. Mais pour l'instant, c'est moi qui ai la responsabilité. C'est moi qui suis ton parent. Et donc, c'est pour l'instant mes valeurs qu'on va écouter. Et là, si vous voulez, quand on laisse cet espace à l'enfant, voyez, pour lui dire, mais tu sais, un jour, toi, tu seras grand, tu seras adulte, et puis tu pourras décider. Ce jour-là, tu choisiras. Mais là, pour l'instant, moi, je crois à ça. Tu vois, pour moi, ça, c'est important. Et on va le faire, parce que pour moi, c'est important. Eh bien, ça demande, vous voyez, ça demande pas de revoir, vous voyez, nos valeurs ou nos... Vous voyez, ça me fait penser à quelque chose. J'ai 3 garçons et j'ai vécu pendant très longtemps toute seule avec mes 3 garçons. Et un jour, mon garçon de 17 ans, l'aîné, me remet en question vivement. Il a 17 ans, voilà. Pleine d'adolescence, j'imagine que vous avez une idée. Et qui voilà, me prend de haut, et en plus il faisait 1m80, vous voyez, bon. Et qui me prend de haut et qui me dit, oui, de toute façon, tu sais, tu fais pas tout bien, tu sais, des fois, tu as tort. Et donc, ok, ben oui, c'est vrai, je fais pas tout bien, des fois j'ai tort, oui. Mais tu sais, un jour, tu seras adulte et puis tu feras comme tu voudras. Et ça sera, et c'est ok avec ça. Et tu sais, le fait que je sois pas une mère parfaite, eh ben, ça fait que toi, tu pourras être un père parfait. Parce que tu pourras faire mieux que moi. Mais aujourd'hui, c'est moi ta mère. Donc on va faire comme j'ai dit. Et c'est quelque chose, vous voyez, alors sur le coup, évidemment, vous imaginez, 17 ans, moi en face, bref, vous voyez le tableau. Mais ce qui est amusant, c'est que mon fils aujourd'hui, il a 45 ans. Vous voyez ? Donc vous me voyez arriver, il a des enfants, il a notamment une fille qui va avoir 15 ans.
Et c'est très intéressant parce que, vous voyez, mais c'est des souvenirs qui sont restés. Il m'en a reparlé il n'y a pas très longtemps. Il me dit, mais tu te souviens quand je t'avais dit ça? Je dis, ah oui, je me souviens très bien de ça, oui. Et il me dit, mais écoute, je suis confrontée à ça maintenant. C'est que, effectivement, c'est vraiment donner la limite à nos enfants en disant, ça c'est non. Et puis avec un enfant en face qui vous remet en question et puis qui vous dit, ah, oui, mes valeurs, c'est ça. Donc pour l'instant, tu restes dans mon cadre parce que c'est ta sécurité et que je tiens à ce que tu sois en sécurité. Donc ce sera comme ça. Et quand on est, vous voyez, c'est une autre façon de fonctionner, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on se renie en tant que parent, qu'il ne faut pas qu'on se renie en tant que professionnel. C'est juste qu'on aille à la rencontre de l'autre et qu'on accepte d'ajuster, vous voyez, moi ce que je suis en tant que professionnel. Et on est tous différents, on n'a pas la même façon de fonctionner, on n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est important, vous voyez, de pouvoir offrir ce qu'est notre richesse, notre différence, justement, à cet enfant-là. Pour lui, c'est une richesse énorme, cette différence-là. Mais parce qu'on va accepter, vous voyez, de le rencontrer lui en tant que personne. Et qu'on ne va pas lui imposer quelque chose de ce qu'on est. Vous voyez la différence? Et là, la rencontre, ça devient extrêmement intéressant. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, c'est une nouveauté, c'est quelque chose d'autre qui nous arrive. Vous voyez, on a encore quelque chose d'autre à apprendre. Et la vie, c'est fabuleux quand on apprend tout le temps. Comment mettre en application un peu les grands principes dont vous nous parlez aujourd'hui? Moi, je ne suis pas du tout professionnelle. J'ai une petite fille qui est mon seul enfant, qui a 5 mois bientôt, qui commence à faire des roulades. Et moi, ma question, c'est est-ce que je vide la moitié de mon salon pour lui faire de la place et mettre un énorme matelas pour qu'elle puisse se retourner? Comment l'accompagner au mieux? Est-ce qu'il faut que je l'encourage? Est-ce que je la laisse en autonomie? Voilà. Alors, vous, comment vous sentez ça? Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, ça allait très bien, mais c'est vrai que elle se fait mal, et après, je la rassure, mais... Quel âge elle a, vous avez dit? 5 mois, maintenant. 5 mois. 5 mois? Elle est toute petite. D'accord. Et elle commence à faire des roulades? En fait, elle se met sur le ventre, et puis maintenant, elle se remet sur le dos, donc en fait, ça va très vite. Tout à fait, et elle roule comme ça. Et du coup, elle se cogne le meuble, elle trouve le carrelage, et voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, je me disais, bon, je la mets par terre, elle ne craint rien, et maintenant, je me dis, quand il faut que je parte 2 minutes pour aller chercher quelque chose, mais en fait, est-ce qu'elle est en sécurité si je la laisse comme ça? Est-ce qu'il faut que... je raconte ma vie, ma belle-maman me dit, non, il faut vraiment utiliser un parc, c'est vraiment mettre les enfants en sécurité que de les laisser dans un parc quand tu t'en vas 2 minutes aux toilettes. Ou... Voilà. Donc, c'est les grandes questions sur la motricité. Alors ça, c'est les belles-mamans qui sont d'une autre époque. C'est très perturbant pour les personnes, vous voyez, qui sont d'une autre génération, parce que même de la mienne, parce que, vous voyez, on n'a tellement pas été éduqués comme ça, quoi. Vous voyez, donc effectivement, ça les perturbe. Mais enfin, moi, je ne connais pas votre appartement, je ne connais pas votre maison, mais c'est toujours possible de sécuriser un espace, vous voyez, avec un enfant. Vous pouvez le faire avec des coussins, vous pouvez le faire avec... Vous voyez, vous pouvez être complètement créative pour pouvoir justement bien délimiter ce cadre-là dans lequel elle peut évoluer. Et que ce soit un cadre sécuritaire pour elle et qu'il soit suffisamment large, voyez, pour lui permettre. Parce que, vous savez, à un moment donné, vous avez vu, elle fait des roulades, et puis à un moment donné, elle va rencontrer un meuble. Quand elle rencontre un meuble, elle va repartir dans l'autre sens. Vous voyez? Donc, c'est une expérience aussi pour elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle trouve la limite de l'espace, vous voyez, qu'elle est en train d'explorer. Donc, c'est aussi, vous voyez, un début pour elle d'apprentissage des limites qu'elle va rencontrer. Vous voyez, si on pousse l'expérience beaucoup plus loin que ça. Parce que dans un premier temps, effectivement, quand elle va rouler comme ça, elle va trouver, vous voyez, une limite qui va être un meuble, mais dans quelques temps, quand elle va commencer à se mettre à 4 pattes et qu'elle va commencer à marcher, elle va trouver d'autres limites. Et donc, ce qui est intéressant pour l'enfant, c'est de se rendre compte que le monde environnant, il a des limites. Et donc, les limites qu'on rencontre dans l'espace, c'est aussi des limites qu'on va avoir à l'intérieur de soi. Vous voyez, mes limites à moi sont où ? Et donc, c'est pour ça que l'enfant, il apprend tout en même temps. Et donc, elle va découvrir les limites dans l'espace, mais qui vont lui permettre de trouver ses limites, mais qui vont lui permettre de trouver des ressources. C'est-à-dire que quand elle va se trouver, vous voyez, à se buter contre un meuble, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle en fait de ça ?
Et soyez juste à l'observer, juste à regarder. Vous voyez comment elle va gérer ça. Comment elle va être capable de trouver ses ressources, voyez, en face de ça. Et ça, c'est fabuleux pour un enfant. Parce qu'elle va expérimenter une fois, deux fois. La troisième fois, elle aura trouvé. Voyez. Et donc, c'est cette dynamique-là qu'on nourrit chez l'enfant. Parce que si effectivement, on met l'enfant dans un parc, alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais les mettre. Hein, parce que quelquefois, effectivement, on est en train de cuisiner, on est toute seule avec un petit, on ne peut pas, voyez, avoir l'œil sur l'enfant et il est en train de préparer quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une manière de le mettre en sécurité que de le mettre dans le parc. Mais si on le met dans le parc, juste le temps, voyez, dont on a besoin pour préparer quelque chose et qu'on le ressort après, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si vous laissez l'enfant dans le parc du matin au soir. Hein, donc, vous voyez, il y a rien de mauvais dans l'absolu, mais c'est l'usage qu'on fait des choses qui fait la différence. Et donc, si on utilise un parc, ok, mais, vous voyez, de façon comme ça, juste à certains moments, parce que, bah oui, là, je ne peux pas surveiller parce que j'ai un truc à côté qu'il faut absolument que je fasse et je ne peux pas être les yeux sur mon enfant à ce moment-là. Donc, effectivement, je la mets en sécurité. Vous voyez ? Mais par contre, dès que je vais pouvoir, je vais revenir à côté d'elle et je vais la sortir de là. Et pour l'enfant, ce n'est pas un souci, ça. Hein ? Et puis vous allez être à l'aise avec ça. Parce que c'est très important pour l'adulte d'être en phase avec ce qu'il fait, avec les choix qu'il fait. C'est-à-dire que s'il y a une manière de faire qui ne vous convient pas, il ne faut pas la faire. Parce que l'enfant sentira que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et si vous n'êtes pas à l'aise, lui ne l'est pas non plus. Mais lui, il ne sait pas pourquoi. Et donc, il va s'imprégner, voyez, du ressenti de l'adulte. Et donc, il ne va pas être bien. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment, c'est trouver, vous voyez, cet espace intermédiaire entre répondre justement à ces besoins-là de l'enfant, tout en se respectant soi. C'est-à-dire, mes limites à moi, elles sont où ? Vous voyez, c'est ma réalité du quotidien, c'est quoi ? Donc, mes besoins, c'est quoi ? Vous voyez ? Parce qu'il faut aussi que j'y réponde. Et si je ne réponds plus à mes besoins parce que je suis tout le temps en train de répondre à ceux de l'enfant, il y a un truc qui ne va pas. Hein. Parce que quand on pratique de cette manière-là, on gagne un temps fou, parce qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait. L'enfant est à l'aise, donc il grandit, vous voyez, il se développe sans souci. Et on a beaucoup moins de soucis dans le fait d'accompagner l'enfant. Ça se fait beaucoup plus facilement. On gagne de l'énergie tout le temps. Hein, donc, c'est important de se respecter soi. Aussi, vos besoins à vous, c'est quoi ? Hein, et donc, c'est d'arriver à adapter ce qu'est les besoins de l'enfant et ce que sont les vôtres. Voilà. Hein, c'est trouver ce moyen terme entre les deux. Je crois qu'on va vous remercier, Madame Héron. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, je vous remercie de votre écoute parce que vous avez été très sage. Et écoutez... Juste évoquer peut-être, oui. Vous avez fait un livre et un DVD. Ah oui, c'est quelque chose que j'oublie souvent, merci. Oui, donc effectivement, pendant très nombreuses années, j'ai été intervenante au centre de formation d'éducateurs de jeunes enfants à Nantes. Et tout l'enseignement, j'étais responsable de l'UF Santé et donc du développement de l'enfant. Et donc, j'avais une manière de parler de l'enfant, voilà, j'ai rien changé à ma façon de parler de l'enfant. Hein. Mais les professionnels qui étaient là-bas en formation, enfin qui étaient les formatrices avec moi, me disaient toujours, écoute Yveline, il faudrait que tu trouves, que tu crées un support, parce que ce que tu dis, on ne le trouve pas. Et donc, j'ai mis beaucoup d'années à entendre ça de manière assez répétitive, hein, jusqu'au jour où je me suis dit, bon ok, j'y vais. Et donc, j'ai la chance d'avoir un garçon qui est caméraman. Et donc, un jour, je lui ai demandé s'il accepterait que nous fassions un film ensemble pour montrer justement ce qu'est le développement de l'enfant. Et mon fils m'a répondu de manière très claire. Il m'a dit, je suis d'accord, mais je ne veux pas travailler avec ma mère. Et donc, ça a été, moi il m'a dit, j'ai envie que tu rencontres le professionnel que je suis et j'aimerais rencontrer la professionnelle que tu es. Et donc, on a fait ce travail ensemble. Hein. Donc, j'ai évidemment appris beaucoup de choses à travers sa manière de travailler. Et on a donc réalisé ce film qui est une observation de l'enfant de 0 à 3 ans avec tous les concepts dont j'ai pu vous parler ce soir. Et quand on a monté ce film, j'ai travaillé avec beaucoup de jeunes, dans le montage, dans le son, dans tout ça.
et qui me disait, mais tu sais, il faut que tu écrives tout ça, parce qu'il faut l'expliquer aux gens. Et donc, je me suis mise à écrire un livre, et donc sur ce développement de l'enfant, et sur ce que c'est que la motricité libre, et puis des choses très concrètes et très pratiques. Donc voilà, je l'ai dit, il est là, donc si vous en voulez, il n'y a pas de souci, j'en ai. Voilà. Alors, le livre est explicatif, c'est-à-dire que voilà, j'explique toutes ces étapes importantes, et puis par où l'enfant passe. Et en image, on le voit. C'est-à-dire que c'est un complément, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plutôt visuels, parce qu'il y a des stades du développement de l'enfant où effectivement, quand on voit, ça change tout. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a un moment dans le film, par exemple, il y a un enfant, c'est le moment du repas, et donc c'est un enfant qui a 2 ans et demi, et donc il y a 2 moments d'image à ce moment-là. Voilà, l'auxiliaire donne l'assiette à un petit garçon, et le petit garçon ne mange pas. Et donc à un moment donné, l'auxiliaire vient vers lui et lui dit, mais pourquoi tu manges pas? Et le petit garçon la regarde et lui dit, mais c'est trop chaud. Et à partir de là, il lui explique, il lui dit, mais tu sais, tu peux souffler et puis tu peux prendre ton temps pour le manger. Et le petit garçon se met à souffler, mais c'est très drôle. Et puis il y a un autre moment où il y a un petit garçon qui a un pot de compote. Et donc elle lui demande s'il veut faire tout seul. Le petit garçon dit oui. Et donc voilà, il se dépatouille. Alors les images, c'est trop drôle, quoi, parce qu'il se dépatouille avec son petit pot de compote, voilà. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un petit peu de compote qui sort du pot. Et là, la personne qui est à côté, la professionnelle, lui dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Et le petit garçon lui dit oui. Et on voit, vous voyez, et c'est important parce que vous voyez, c'est des moments comme ça, mais on voit comment laisser l'enfant aller au bout de ce qu'il est capable de faire tout seul. Et être juste là en lui disant, mais quand tu as besoin d'aide, je suis là. Vous voyez, et le moment, l'enfant sait à quel moment il va avoir besoin et il est capable de le demander. Et là, ça fait sens, l'intervention de l'adulte, parce qu'on n'a pas empêché l'enfant de développer quelque chose ou de découvrir quelque chose. Vous voyez, mais on lui a simplement permis d'aller au bout de... Mais lui a pu aller aussi loin dans son expérimentation qu'il le pouvait. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et donc c'est mis en image, alors que le livre c'est beaucoup plus explicatif. J'explique le développement, la maturation du système nerveux, j'explique les étapes motrices, enfin voilà, tout ça. Voilà. En tout cas, merci de votre accueil, merci de votre écoute, et je vous souhaite une belle fin de soirée.